16h. Alors, parmi les choses que les visiteurs pourront découvrir à Vivatech cette année, il y aura un masque de ski avec réalité augmentée, un exosquelette pour les soignants et aussi un dialogue en direct avec Van Gogh. Cédric, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Bon, ben voilà, vous voyez l'installation avec le téléphone qui est en plan large. Vous avez une borne dans laquelle il y a Vincent Van Gogh. On est en train d'essayer de lui faire parler. Là, il était parti dans un long monologue, donc là, il va parler combien de temps, par exemple? On ne peut pas le dire, c'est des IA génératives, donc on ne contrôle absolument pas la génération de Van Gogh. Il a sa propre IA, et c'est vraiment lui qui, à travers sa personnalité, qui va vraiment nous raconter sa vie et ses œuvres. Bon, mais alors, si on lui pose des questions, en gros, il nous répond, mais comment il sait est-ce que... Parce qu'on va entendre sa voix, j'espère. Attendez, là, ça va être... On va pouvoir lui poser une question. Oui. Là, si je veux lui poser une question, je vais appuyer sur le buzzer. Attendez. Vincent, tes œuvres sont très connues. Est-ce que tu étais très riche? Non, en tant qu'artiste, je n'ai pas eu beaucoup de succès de mon vivant et je n'ai pas eu beaucoup d'argent. Je vivais modestement. Voilà, je ne sais pas si vous l'avez entendu, il dit non, en tant qu'artiste, j'ai pas eu beaucoup de succès de mon vivant, j'ai pas eu beaucoup d'argent, je vivais modestement, voilà. Et la voix est celle qu'on imagine que Vincent Van Gogh avait au 19e siècle. C'est ça exactement, donc on travaille avec Wouter van der Wijn, qui est l'expert mondial de Van Gogh. Et que ce soit pour la voix, pour la représentation de Van Gogh et sa connaissance, c'est lui vraiment qui va expertiser, alimenter l'IA pour être au plus proche de Vincent Van Gogh. Bien sûr. Donc ça, ce que vous voyez là, ça va servir dans une grande expo Van Gogh qui va être au musée d'Orsay à partir d'octobre pendant un an. Il y aura les principales œuvres de Van Gogh qui existent encore dans le monde qui seront réunies à Orsay. Et on peut imaginer que ça, c'est le futur de l'intelligence artificielle. Quand vous aurez par exemple une maison, un robot qui vous répondra, ce sera avec cette techno-là. Rejoindre tout de suite Gilles Babinet, qui est entrepreneur et vice-président du Conseil du numérique, conseiller de l'Institut Montaigne sur toutes les questions liées au numérique. Alors, je ne sais pas si vous venez d'entendre la démonstration, Gilles, mais ce dont on parle, c'est l'intelligence artificielle générative. Et c'est évidemment ce qui nous inquiète, parce que instinctivement, et on se trompe sans doute, j'espère, on se dit que les machines vont bientôt prendre le pas sur chacun d'entre nous. Est-ce qu'on a raison d'avoir peur ? Écoutez, on n'a jamais raison d'avoir peur parce que la peur n'est pas bonne conseillère, mais on a raison de prendre un certain nombre de précautions par rapport aux risques cyber, par rapport aux risques de désinformation, entre autres choses. Et ces risques sont quand même un peu périmétrés. Donc je pense qu'on a une approche qui est plutôt raisonnable. Mais pourquoi vous dites que ces risques sont en quelque sorte limités quand on voit où nous en sommes aujourd'hui alors qu'on n'aurait pas pu l'imaginer il y a encore quelques années ? Oui, vous avez assez raison. Je dirais qu'on est face plutôt à un impensé. C'est-à-dire qu'on voit que ces machines ont des bienfaits potentiels considérables dans l'éducation. L'exemple que vous donnez avec Van Gogh est très bon parce qu'on voit bien comment on peut complètement repenser la façon dont on transmet des savoirs avec une expérience qui est beaucoup plus immersive, beaucoup plus réelle. Et puis de l'autre côté, on a un certain nombre de risques. On a les risques que les machines deviennent des puissants auxiliaires pour faire des attaques de nature cyber très bien coordonnées. Mais je ferai observer que ça fait des années qu'on utilise ces mêmes technologies pour contrer ces attaques. Donc si vous voulez, c'est un peu un jeu, peut-être pas à somme nulle, mais en tout cas, c'est un jeu où les acteurs montent en puissance, les attaquants comme les défendants. Et pour le moment, on a raisonnablement raison de penser que dans ce jeu, ce seront surtout les bienfaits qui ressortiront. Oui, pour le moment et raisonnablement, dites-vous. Ça veut dire qu'on n'est pas à l'abri d'excès. Est-ce qu'il faut davantage de régulation et est-ce que cette régulation est possible ? Vous savez, à chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie systémique, des grandes technologies comme par exemple le télégraphe ou encore l'électricité, il y a eu des peurs quasi millénaristes qui se sont exprimées. Parce que, encore une fois, on est face à quelque chose qu'on ne connaît pas, qui n'a jamais préexisté, donc c'est extrêmement inquiétant. Et à cet égard, oui, on est en train de réguler. D'ailleurs, aujourd'hui même, c'est le jour où est présenté au Parlement européen l'AI Act, qui est une grande régulation européenne, qui classifie les différents niveaux de risque des intelligences artificielles et qui vise à interdire celles qui sont les plus risquées au sein de l'espace européen. Raphaël Grabli, c'est vrai qu'on joue à se faire peur.
depuis plusieurs mois maintenant, notamment avec l'arrivée de ChatGPT. Qu'est-ce qui vous paraît, vous, le plus bluffant aujourd'hui dans la révolution de l'intelligence artificielle dans notre quotidien? C'est le fait qu'on en parle autant, finalement. Je trouve que... Non, mais c'est vrai, le titre, c'est la révolution de l'intelligence artificielle qu'on voit apparaître en bas de l'écran. Moi, je dirais plutôt l'évolution de l'intelligence artificielle, parce que ce qu'on voit apparaître, en fait, actuellement, c'est le fruit d'un travail qui date de dizaines d'années. Et en fait, l'intelligence artificielle, c'est pas tellement le futur, c'est déjà le présent, voire le passé. Mais la question, elle est importante. Qu'est-ce qu'il y a de plus bluffant? Alors, le plus bluffant, effectivement, l'IA générative, ce qu'on voit, c'est-à-dire façon de ChatGPT, là, finalement, c'est le même modèle. On pose une question et on nous répond. Mais on s'invente des besoins qu'on n'avait pas avant. Moi, j'ai jamais ressenti le besoin de parler avec Van Gogh, même si je trouve ça fascinant. Oui, mais tu n'avais jamais fait une recherche Google avant qu'il y ait Google. Et pourtant, le jour où tu fais une recherche Google et que Google te fait apparaître tous les sites qui parlent du terme que tu recherches, c'est incroyable. Ça faisait peur d'ailleurs il y a 20 ans. Et aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'étape d'après. C'est-à-dire qu'au lieu de te renvoyer une liste de sites qui parlent d'un sujet, on te renvoie directement la réponse. C'est-à-dire qu'en fait, on fait l'analyse de ce qu'il y a dans les sites Internet à ta place. Et c'est exactement ce qu'on a vu avec Van Gogh, c'est-à-dire qu'en fait, l'intelligence artificielle va aller chercher l'information dans ce qui existe et va ensuite la resynthétiser. Oui. Et donc, ce travail de synthèse, ça, c'est nouveau. En tout cas, il travaille depuis très longtemps là-dessus. Mais le fait pour le grand public d'y accéder, ça, c'est nouveau. Gilles Babinet, vous avez fait allusion à l'interdiction des intelligences artificielles dangereuses. C'est quoi une intelligence artificielle dangereuse? Donnez-nous un exemple. C'est tout le débat d'ailleurs qui a lieu actuellement au Parlement. Il y a des désaccords sur cette définition, mais une intelligence artificielle dangereuse, ça serait une intelligence artificielle donc on n'est pas capable de contrôler les effets, qui serait par exemple connecté à Internet, qui serait capable d'acheter des services sur Internet, particulièrement des services numériques, et puis de coordonner une armée d'attaquants cyber qui serait extrêmement puissante. Donc ça, ce genre de choses, on va dire que ce sont des descriptions qui sont un peu identifiées, sur lesquelles on essaye de faire en sorte que ce soit impossible à faire. Alors, vous allez me dire que c'est un peu candide parce qu'on pourrait le faire à l'extérieur de l'Union européenne, mais néanmoins, on sait quand même assez bien périmétrer quels sont les différents éléments de chaînage qui font qu'on est capable de structurer ce genre d'attaque. Oh, c'est dommage parce que je voulais que Cédric Fesch demande à Vincent Van Gogh quelle était sa toile préférée de Vincent Van Gogh. Cédric, on a le temps? Allez, go, vite. Connecté à la nature et à l'univers. Ouais, on a le temps. Non, mais je peux pas faire ce que je veux. Attendez, parce qu'il faut qu'il ait fini de répondre. Vincent, quelle était ton œuvre préférée? Je viens juste de répondre à cette question, mon ami. J'ai dit que si je devais en choisir une, ce serait La Nuit étoilée. Mais j'apprécie toutes mes œuvres de manière égale. Vous voyez, parce que ça fait plusieurs fois que je lui posais évidemment la même question et il répond pas exactement à la même chose. Et là, il commence à en avoir un peu marre que je lui pose toujours la même question. La réponse est donc La Nuit étoilée. Fascinant. Merci infiniment, merci beaucoup. Merci à tous les trois. On aurait aimé continuer longtemps. Allez, Nicolas Dos.